Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Judaïka. Il est 8 heures passées maintenant de presque 2 minutes et dans quelques instants on va retrouver Stéphane Juffa, rédacteur en chef de la Metula News Agency. On va aborder avec lui les thèmes chauds liés à l'actualité au Moyen-Orient et en Israël. Stéphane, bonjour. Oui Yannick, bonjour et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors on va commencer tout de suite par le dossier kurde. Alors la Metula News Agency parle d'un cessez-le-feu respecté depuis mardi entre l'armée turque et les forces kurdes entre Jarabulus et Manbij. On en a un peu déjà parlé hier sur nos antennes. Stéphane, on va rappeler en bref la situation. Qu'en est-il donc ? Alors depuis la nuit de lundi à mardi, les canons se sont tus, enfin relativement. Les forces turques, l'armée turque et ses supplétifs islamistes ont arrêté leur progression en direction des forces kurdes et leurs supplétifs arabes de la région. Ils se sont arrêtés sur une rivière qui s'appelle Al-Fadjour. Donc cette rivière se trouve sur la rive occidentale de l'Euphrate. Et ce cessez-le-feu a été obtenu par de très lourdes pressions de la part des militaires américains et de leurs alliés européens, notamment français, britanniques et allemands. Parce que il était absolument inadmissible, et il est toujours inadmissible, que ces Kurdes des YPG, c'est-à-dire les unités de protection du peuple kurde, à qui on avait demandé de traverser l'Euphrate pour aller faire le ménage de l'autre côté, en fait pour un objectif très simple, Yannick. On voulait, et certains le veulent toujours, on voulait couper toute relation géographique entre Daesh, l'État islamique, et la Turquie. Parce qu'on sait très bien que les armes, les munitions et les renforts proviennent à Daesh, permettent à Daesh de rester en vie grâce justement à ce lien turc. La Turquie de Recep Erdogan qui joue en dangereux double jeu, d'une part prétendant vouloir mater Daesh, c'est-à-dire participer à l'effort de la coalition internationale, et de l'autre, dans sa vraie nature, soutenir Daesh. Alors Stéphane, la MENA parle carrément de l'existence d'une coalition turco-Daesh. Alors c'est une affirmation assez forte. Alors justement, qu'est-ce qui permet une telle conclusion ? Ouais, c'est la MENA qui a déclaré, on était les seuls d'ailleurs, le 24 août dernier, quand l'armée turque a franchi la frontière pour occuper la ville de Jarabulus en Syrie et sa région, eh bien on a dit que la bataille n'avait pas eu lieu, Yannick. C'est quand même une accusation, comme vous dites, extrêmement grave. Non seulement elle est extrêmement grave par rapport à la Turquie, mais la coalition, à tout le moins les Américains, ont participé à cette mise en scène, puisque leurs avions ont bombardé des rues qui étaient déjà vides à Jarabulus. Alors pour parler très simplement, à Jarabulus, il y avait à peu près un petit peu plus de 1000 miliciens islamistes de Daesh, dont beaucoup s'étaient réfugiés dans la ville en fuyant les combats de Manbij. 1000 combattants, c'est quand même beaucoup. Et puis, il y en a pratiquement aucun qui est mort dans cette bataille. On rappelle à nos auditeurs que durant la bataille de Manbij, il y a plus de 4200 de ces miliciens islamistes qui avaient perdu la vie. Les combats avaient duré 75 jours, et puis là, en 2 heures, tout était bâclé. On a parlé d'un soldat turc tué, et puis on n'a pas parlé de miliciens de Daesh tués. En fait, la raison est assez simple. C'était une exclusivité de la MENA qui a été rappelée par pratiquement tous les médias planétaires. C'est-à-dire que l'armée turque et la coalition qui est censée combattre Daesh ont laissé un sauf-conduit à ce millier de miliciens islamistes, leur permettant par la route de rejoindre une autre de leurs positions à 100 kilomètres quand même, qui s'appelle Al-Bab, et ce convoi est sorti de Jarabulus quelques heures avant l'attaque turque, que les Turcs ont intitulé bouclier de l'Euphrate. Eh bien, ce
ce gros millier de miliciens islamistes est passé sous les avions de la coalition, donc américains, français, britanniques, allemands et turcs, impunément sur 100 kilomètres à quelques 3-4 kilomètres de la frontière turque pour rejoindre Al-Bab. Les Turcs prétendent qu'il y a eu 100 tués dans les rangs de Daesh, ce qui n'est confirmé par personne. Au contraire, tout le monde l'infirme. Et une des preuves qu'il n'y a pas eu de bataille à Jarabulus, qui était le gros titre de la MENA, il n'y a pas eu de bataille de Jarabulus, c'est que quand il y a une défaite, eh bien on voit des corps, on voit des blessés, et puis surtout on voit le butin des armes et des munitions, comme on l'a vu à Manbij. Mais à Jarabulus, on n'a pas vu un fusil pris aux islamistes. Donc on est absolument formel, cette bataille n'a pas eu lieu. Et puis la mise en scène est allée beaucoup plus loin, et ça a réveillé les militaires américains, parce que la Turquie avait déclaré qu'elle pénétrait surtout en Syrie pour conduire Daesh, pour battre Daesh, pour l'anéantir. Et puis on a vu que les Turcs avaient de très bonnes relations avec Daesh, qui n'avaient attaqué aucune position de Daesh. Stéphane, depuis le 24... cette affirmation est d'autant plus surprenante parce que faut rappeler que la Turquie a subi énormément d'attentats de la part de Daesh. Alors, énormément, on ne dira pas des attentats très meurtriers, certes, mais jamais sur une base idéologique. C'est-à-dire que les Turcs et Daesh sont en business. Les Turcs ont récupéré beaucoup de pétrole qui est pompé dans les zones occupées par Daesh en Syrie, et puis ils l'achètent à un prix complètement dumpé pour enrichir la cassette du président Erdogan et de sa famille. C'était aussi un scoop de la MENA. Et il y a eu des retards de paiement. Parfois, la Turquie a empêché des renforts, donc ces fameux volontaires, notamment européens et belges, qui vont renforcer les rangs de Daesh en Syrie. Et pendant certaines semaines, voire des mois, les Turcs ne les ont pas laissés passer. Donc, Daesh, la seule manière qu'il avait de protester, c'était justement de monter ces attentats en Turquie, notamment à Ankara et à Istanbul. Et puis, ces attentats ont réussi dans leur objectif, puisque d'une part, la situation a été débloquée et les envois divers de Turquie en Syrie ont repris. Et puis de l'autre, ça a donné l'opportunité, effectivement, à l'armée turque d'entrer en Syrie, non pas pour combattre Daesh, et j'ai la carte en face des yeux, Yannick. L'armée turque, à partir de Jarabulus, a poussé uniquement vers le sud, c'est-à-dire vers Manbij, a combattu uniquement les Kurdes, et on a tué d'ailleurs plus d'une dizaine, et à l'aide d'une centaine de chars, ce qui est énorme, surtout contre l'autre camp qui n'en dispose pas, qui n'a pas d'artillerie, qui n'a pas d'aviation. Toute la poussée de l'armée turque s'est faite vers le sud, et d'ailleurs, c'est pas la MENA tout seul qui le dit, c'est également le département de la défense américain, le Pentagone et l'état-major, le General Command, qui ont été très surpris parce que le côté politique, la partie politique du gouvernement américain, c'est-à-dire Kerry, Biden et le président Obama, ont autorisé la Turquie à entrer en Syrie, mais ils l'ont autorisé pour combattre Daesh, non pas pour combattre leurs alliés kurdes des YPG. Alors, à la MENA, on se demande aussi s'il n'y a pas une très grosse tension entre les militaires américains et les politiques américains, parce que les militaires se disent surpris, et ce sont les militaires qui ont fait pression sur l'armée turque pour obtenir le cessez-le-feu. Pas du tout les politiciens. On n'a pas entendu Kerry, Biden ou Obama rappeler les Turcs à l'ordre, leur dire qu'il fallait cesser le combat, qu'il fallait obtenir un cessez-le-feu. Non, ce sont uniquement les politiques, les militaires, pardon. Et Yannick, ce sont les mêmes militaires qui, à la demande des politiciens, avaient encouragé et aidé physiquement dans le combat en envoyant des commandos les Kurdes à envahir une partie du Rojava de la région de Manbij, c'est-à-dire à l'ouest de l'Euphrate. Et les militaires américains ne comprennent pas, ils ne comprennent pas la politique qui est menée par Barack Obama
Pourquoi d'un côté, alors que tout le monde le sait, des milliers de documents saisis à Manbij le démontrent, on envoie les Turcs pour couper le cordon ombilical entre la Turquie et Daesh, d'une part, et puis d'autre part, on autorise quelques mois après, 3 mois après, l'armée turque à combattre en fait quasiment les soldats américains et européens qui sont engagés dans cette opération, dans l'offensive qui avait commencé le 31 mai, pour couper le lien entre la Turquie et Daesh. Et maintenant, on autorise la Turquie à rétablir ce lien, c'est-à-dire que depuis mardi 24 août, eh bien, la Turquie combat cet état de fait et rétablit le lien avec Daesh. Alors, Yannick, ce qui est très très important, c'est que une fois que ce lien est rétabli, et c'est le cas, Daesh va retrouver des armes, retrouver des munitions, et Daesh ne va pas cesser d'exister. Daesh va se renforcer, Daesh va continuer à faire des attentats en Europe et dans d'autres parties du monde, et l'Europe et les États-Unis, les militaires américains qui ont envoyé des avions et des hommes en Syrie pour combattre, c'est la coalition anti-Daesh. Eh bien, on ne sait pas ce qu'ils font là-bas aujourd'hui, puisque le côté politique du gouvernement américain fonctionne contre eux en permettant à la Turquie de renouer ses liens avec Daesh. Puis il y a un autre problème qui est extrêmement important, c'est que les forces au sol, les seuls capables de combattre Daesh au sol, hein, il y a les avions de la coalition, les avions européens américains, c'est clair, qui bombardent la capitale de Daesh, Raqqa, et les autres, et à d'autres endroits les forces de l'État islamique. Mais au sol, il n'y a qu'une seule force fiable et crédible qui est capable de tenir tête à Daesh, et c'est précisément les YPG, les Kurdes. Et aujourd'hui, les Kurdes sont occupés à se défendre contre l'armée turque et se sont fait, si on peut le dire, planter un poignard dans le dos par l'administration Obama, et ils n'ont plus du tout envie de combattre pour les Européens et les Américains, de combattre Daesh. Et notre conclusion, la conclusion des experts de la MENA en matière du Moyen-Orient et de la guerre en Syrie, nous sommes absolument positifs, c'est-à-dire objectifs quant à la situation qui prévaut aujourd'hui en Syrie, c'est-à-dire que Daesh va se pérenniser, va continuer à exister, va se renforcer grâce à cette opération turque, et il n'y a plus personne au sol pour les combattre. Donc il n'y a plus de raison d'être de la coalition anti-Daesh envoyée en Syrie, et puis surtout, il n'y a aucune logique dans le fonctionnement de l'administration Obama. Certains ont parlé de real politique, mais la real politique, c'est pour obtenir des résultats tangibles, et là, il n'y a aucun résultat, c'est-à-dire, ou plutôt oui, il y a un résultat, c'est la pérennisation de Daesh. On a permis, en autorisant l'armée turque à entrer en territoire syrien pour combattre les Kurdes, eh bien, on a permis à Daesh de subsister. C'est quelque chose de tout à fait incroyable, et on l'analyse pratiquement tous les jours, mais on est toujours surpris, comme les militaires américains et la plupart des pays européens. On se demande à quel jeu joue là-bas Barack Obama et quels sont les objectifs qu'il poursuit, parce que nous n'en voyons pas, Yannick. Merci Stéphane. Alors on va aborder un tout autre sujet à présent. Hier, une fusée Falcon 9 de SpaceX a explosé sur la rampe de lancement à Cap Canaveral en Floride lors d'un essai au sol, détruisant l'engin ainsi que le satellite israélien Amos 6. Alors Stéphane, que s'est-il passé et quelles conséquences exactement ? Alors ce qui s'est passé, on ne le sait pas encore. On pense à une fuite de carburant. En fait d'essai, c'était quelques heures ou quelques minutes avant le lancement. Et il y a des procédures automatiques de vérification de la fusée, du fonctionnement de la fusée. Et lors de ce test, il y a eu, semble-t-il, une décharge d'électricité statique qui a mis le feu au carburant. Et pour ceux qui l'ont vu, notamment sur Internet, ça a créé une explosion assez extraordinaire qui
qui a ravagé complètement la fusée. Et le satellite Amos 6 est tombé. Il est tombé de l'endroit où il était, c'est-à-dire au fait de la fusée. Il s'est cassé en miettes. Il n'y a plus rien de récupérable. Les Israéliens sont allés voir. Et c'est un coup terrible parce que Israël a un satellite de communication dans l'espace qui est Amos 2, mais Amos 2 en a plus que pour quelques mois. Vous savez que les satellites de communication ont une durée de vie prescrite au départ, et Amos 2 va cesser de relayer les émissions, notamment de la télévision, des télévisions, des clients de la société. C'est Israel Aerospace Industry, IAI, qui a construit Amos 6. C'est un très gros satellite, c'est pour ça qu'on avait besoin de cette fusée SpaceX pour l'envoyer dans l'espace. Il pesait 5500 kilos, 5 tonnes et demie, un très gros satellite, qui avait été vendu à la société israélienne qui s'occupe de ça, qui s'appelle Spacecom. Et Spacecom donc devait assurer ses communications. Et en plus, Spacecom avait un accord avec Facebook, et donc la société de Mark Zuckerberg, un projet très intéressant, très important pour l'avenir des communications, puisqu'il s'agissait de brancher une grande partie des pays d'Afrique à Internet, non pas par des relais terrestres, parce que c'est très compliqué en Afrique, mais par satellite. On voulait commencer le test par l'Afrique, c'est-à-dire envoyer par Amos 6 des possibilités de capter, de se brancher à Internet par l'intermédiaire du satellite en Afrique, et on voulait généraliser ça à pratiquement l'ensemble du globe, donc on n'aurait plus plus simplement dit, on aura eu Internet partout, et on l'aura, parce que c'est seulement en retard que nous avons pris avec cet accident fâcheux. Et d'ailleurs, Mark Zuckerberg était en Afrique, il attendait en Afrique le lancement pour donner la bonne nouvelle. Et malheureusement, pour un incident qui n'a rien à voir avec les Israéliens et Amos 6, ça a mis quand même 4 ans à le fabriquer. C'est un des satellites les plus à la pointe de la technologie des communications. Maintenant, on est très ennuyé. On est très ennuyé pour 2 raisons. Parce que j'ai pu parler à un ingénieur tôt ce matin, je l'ai réveillé d'ailleurs. Il m'a dit que si on mettait la gomme, comme je cite son expression, on pourrait peut-être remplacer Amos 6 dans un espace, le reconstruire, donc Amos 7, dans une période de 2 ans à la place de 4 ans. Et ça c'est un des points. Et l'autre point, c'est que les clients de Israel Aerospace et de Spacecom sont pas du tout contents. Ils s'en fichent de savoir quelle est la raison qui a fait que Amos 6 ne transmette pas. Et ils constatent qu'ils ont des besoins immédiats, donc il y a des chaînes de télévision, des transmissions radio, etc., Internet. Et c'est là que Spacecom et l'industrie israélienne, elles sont en train de perdre beaucoup d'argent. Donc il y a une assurance, on le sait déjà. Amos 6, en coût direct, a coûté à peu près 200 millions d'euros. Mais les contrats sont existent pour des sommes beaucoup plus élevées, beaucoup plus conséquentes, et on ne sait pas qui c'est qui va rembourser ces contrats. Et puis encore 2 informations intéressantes à propos de cette explosion. Un groupe chinois voulait acheter Spacecom. Les négociations étaient très avancées. On parlait d'à peu près 300 à 400 millions d'euros pour l'achat de la société israélienne. Bien entendu, la négociation va être stoppée. Et puis une information qui est assez cocasse, mais la plupart des satellites israéliens numérotés en nombre pair, c'est-à-dire Amos 4, 2, etc., et d'autres types de satellites, ont eu des pépins ou ont explosé ou n'ont pas pu être lancés ou ont été détruits. Et l'ingénieur à qui je parlais ce matin m'a simplement dit qu'on envisage chez IAI de ne plus donner des chiffres pairs aux satellites israéliens, c'est-à-dire qu'on aurait, après Amos 7, Amos 9, 11, etc., on commence à croire à ce genre de shkoum mystique, et c'est assez intéressant
de la part des scientifiques qui sont le plus à la pointe de la recherche spatiale. Mais on m'a rappelé quand j'ai fait la remarque qu'aux États-Unis notamment, il n'y avait pas d'étage numéro 13 dans les maisons, et que si ça pouvait aider à contourner la malchance, eh bien c'était une décision tout à fait simple à prendre, et certains ingénieurs y croient réellement. Donc on prévoit qu'il n'y aura plus de nombre pair pour les satellites israéliens, ce qui est assez amusant en tout cas, vu de Metula. Alors Stéphane, malheureusement, on est un peu pris par le temps, donc c'est déjà à la fin de cet entretien. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine, et je rappelle à nos auditeurs que cette interview sera disponible très rapidement sur Facebook. Eh bien, je vous remercie Yannick, et je remercie également les auditeurs de Radio Judaïka, en vous souhaitant à tous un excellent week-end de soleil. Il faut profiter, l'automne est à la porte.